Martin Scorsese, le maître est de retour pour son nouveau film, un film de 3h20 et quelques, 3h30 pratiquement. On va en parler, surtout que lui aussi il en a parlé. Allez, c'est parti, quelques images. Ah bon, on essaie de se mélanger à ces familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Shomikasi, c'est ce que vous êtes. Killers of the Flower Moon. 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 Réalisé par Martin Scorsese, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce réalisateur que vous connaissez forcément. Film qui intéresse les gens. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première fois devant la caméra de Martin Scorsese, un des plus grands réalisateurs américains, en tout cas actuels et peut-être plus. Donc, c'est la première fois que devant sa caméra, on retrouve deux de ses acteurs fétiches de différentes périodes, à savoir Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Le film est une adaptation, l'adaptation d'un livre écrit par un certain David Gran, et cette adaptation est une adaptation plutôt libre dans le sens où elle change le point de vue. Là où le livre se base sur l'enquête du FBI, et bien là, l'enquête du FBI arrive tardivement dans le film et on se centre sur un autre personnage, celui interprété par Leonardo DiCaprio. Ce film a des allures de western, puisqu'on parle d'indiens, on a des anglo-saxons, on va le dire comme ça, hein, des WASP, avec leur chapeau de cow-boy et tout ce qui va avec. Donc, il y a en effet un petit côté western, mais ce n'est pas un western dans le sens où il se passe pas dans les années 1800, il se passe dans les années 1900, même les années 1920. Hein. Et ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que ce que je vous ai déjà dit, qu'est-ce qu'un western? C'est-à-dire, c'est pas un western, je veux dire, il n'y a pas de flingue, on va pas se tirer dessus, il y aura pas de poursuite, etc., etc. Donc ça a des allures de western, mais surtout, on est en 1920, et c'est là qu'on voit que l'Amérique, encore, c'est un pays qui a une histoire microscopique, et qu'on passe du western à l'âge moderne, on va dire, de manière très rapide. Et là, on est un peu dans l'entre-deux. Petit rappel des États-Unis, de l'histoire des États-Unis, ce qu'on a appelé les guerres indiennes, c'est grosso modo la conquête de l'Ouest, où on a d'abord déplacé les Indiens et parfois un petit peu flingué, on va dire, hein, simplement. Ce n'étaient pas des guerres officielles, mais quand même, il y avait, enfin, on va dire que voilà, hein, tout le monde sait plus ou moins ce qui s'est passé, même si on ne connaît pas les détails. Ce film va être la continuité de ça, mais j'ai envie de dire que c'est à l'image aussi d'autres choses qui se sont faites aux États-Unis, comme par exemple la guerre contre le racisme. Je rappelle par exemple la guerre de sécession, hein, certains disent la guerre civile, mais bon, faut pas dire guerre civile, puisque guerre civile, il y en a dans tous les pays, et généralement quand on dit guerre civile, on parle de son pays, et si les Américains disent guerre civile, c'est par rapport à leur pays. On n'est pas américain. Donc la guerre de sécession, je disais, euh, à la fin, c'était censé mettre un terme à l'esclavage. Mais les États du Sud ont trouvé des astuces pour continuer quand même, malgré cette nouvelle loi générale, ils ont trouvé des astuces pour continuer à ne pas jouer le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que autant ce que je vous ai dit là sur le racisme, l'esclavage et tout ça, après il y a eu la ségrégation et compagnie, malgré la guerre de sécession, ça a duré longtemps, et là, bah, c'est un peu la même chose, mais par rapport aux guerres indiennes. C'est-à-dire, les guerres indiennes sont finies, mais en fait, elles continuent de manière indirecte. De manière indirecte. Voilà, en gros, de quoi nous parle ce film. Je reviens sur le fait qu'il a des allures de western, mais plus on regarde le film, peu à peu, on va se rendre compte qu'on va quitter l'aspect film historique, hein, puisque d'ailleurs le film se base sur des éléments réels, hein, c'est censé être un truc vrai, on va dire. Il quitte peu à peu ce côté purement historique, on pourrait dire, même s'il reste dedans, mais je veux dire dans le type de film, et il se rapproche d'un type de film duquel Martin Scorsese est un peu un spécialiste. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce qu'on se rend compte assez rapidement qu'en réalité, il est encore en train de nous faire un film de mafia. Il est encore en train de nous faire un film de gangster. Alors certes, ce n'est pas la mafia italienne, etc., etc. Mais le rapprochement est encore plus visible parce qu'on peut faire le lien facile, très facilement, de ce film avec The Goodfellas, comment il s'appelle déjà Les Affranchis, vous voyez. On peut faire le lien par rapport au personnage interprété par Leonardo DiCaprio. Comme je vous disais, le livre d'origine se centre sur l'enquête et donc sur l'agent fédéral. Là, on est centré sur le personnage de DiCaprio. D'accord? DiCaprio qui va avoir une espèce de petit rise and fall. Donc rise and fall, c'est le loup de Wall Street, hein, par exemple, hein, c'est-à-dire ouh, on va très haut pipou, mais on se casse la gueule. C'est un tout petit rise and fall, c'est plutôt un and fall, d'accord, par rapport à ce qui se passe, puisque le monsieur est utilisé, parce qu'il est un petit peu simplet. On le dit rapidement, il est un petit peu simplet.
Et le tout est chapeauté par monsieur Robert De Niro, hein, donc le personnage de Robert De Niro, qui, lui, justement, interprète une sorte de parrain de la mafia, et c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Je profite déjà pour dire que les deux acteurs sont, à mes yeux, excellents. Robert De Niro, il est vraiment très bon, alors qu'on le voit relativement peu, bon, vu la durée du film, on le voit correctement, mais je veux dire, relativement peu, et je pense que c'est un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps, hein, en ce qui me concerne. Et DiCaprio, alors DiCaprio, il joue toujours un peu de la même manière, il a l'espèce de menton comme ça en avant. J'arrive pas à le faire, on est bien d'accord. Euh, mais qui arrive bien à souligner ce côté un peu rustre de son personnage, son côté pas forcément hyper intelligent. Et bah, moi, j'ai trouvé leur interprétation très solide, personnellement, hein. Il y a un autre acteur, une autre actrice, c'est donc celle qui fait la femme, hein, du personnage de DiCaprio. J'ai plus le nom de l'actrice, là, tout de suite. Lily Gladstone. Alors elle, au début, elle doit avoir un petit côté un petit peu espiègle sur d'elle, et ensuite, elle doit montrer de la souffrance. Elle le fait bien. C'est pas celle qui m'a le plus marqué, mais par rapport à ce qui est demandé dans le film, elle le fait, ma foi, très très bien. Donc voilà. À ce niveau-là, on va pas se plaindre au niveau des acteurs. Au niveau du film et du contenu du film, évidemment, avec ce que je vous ai dit, vous voyez un petit peu la direction entre guillemets politique du film. Certains vont peut-être gueuler contre cette direction politique, mais, j'ai envie de mettre en avant une chose qui est absolument cruciale, c'est que le film le fait très bien. Le film le fait très bien. Je vous ai toujours dit, hein, qu'un bon film politique, c'est pas un film qui exclut les gens, c'est un film qui prend les gens, qui les prend et qui leur dit voilà, je te donne mon point de vue, je te donne des arguments valables et recevables. Maintenant, à toi de savoir s'il te parle ou pas. Mais de base, il te montre des choses valables et recevables. Le film fait ça, c'est-à-dire il va pas te mettre à la rue, il va pas passer le temps à te faire la morale. Tu vas regarder le film, après tu peux en tirer tes conclusions toi-même en tant que grande personne. Voilà. J'ai envie de mettre en avant une petite scène. Vous savez, quand c'est tiré de faits réels, il y a beaucoup de films à la fin, vous savez, finissent par des surimpressions, c'est écrit sur l'écran, puis vous voyez peut-être une photo maintenant du vrai personnage ou des trucs comme ça. C'est ce que font les films classiques à la fin, machin truc, avec jusqu'à tel âge, il est décédé, je sais pas où. Nanana. Le film a une scène comme ça, et je me permets de dire que c'est sans doute la meilleure version de ce genre de scène que vous verrez au cinéma. Ah, je sais pas d'où il a tiré cette idée, c'est a déjà été faite ailleurs, possible. Mais, l'équivalent de cette scène qu'il y a dans ce film, c'est incroyable. J'ai adoré, j'ai fait, ah, ça, je kiffe, ça, je kiffe. Je vous en dis pas plus, mais franchement, j'ai trouvé ça hyper fort, hyper fort. La mise en scène, bon, ben, écoutez, c'est Martin Scorsese, c'est pas réalisé avec les fesses, hein, on est bien d'accord, on a toujours ces plans séquences en travelling où la caméra se balade au milieu des gens, avec une précision toujours chirurgicale. Je pense le moment où le personnage de DiCaprio et celui de Robert De Niro se rencontrent, où ils se prennent dans les bras, la caméra tourne, et quand ils relâchent l'étreinte, DiCaprio va se tourner vers un autre personnage, tac, et la caméra tourne, mais elle s'arrête à l'endroit où il faut pour avoir l'angle pour cadrer le truc suivant. Ça, c'est aux petits oignons, vous voyez. Donc, c'est très très bien. Souci peut-être principal, le film est du coup un petit peu prévisible globalement. Il est un petit peu prévisible. Rapidement, on voit un petit peu où ça va en venir. Et vu la durée du film, qui n'est pas court, eh ben ça pourrait poser problème. Je vais pas vous mentir, hein. Alors quand je suis allé voir le film au cinéma, je me suis préparé, hein. Ça va boire, à manger, j'ai bien fait les besoins, tout ce qu'il fallait, hein. Donc vous en faites pas à ce niveau-là. Je me suis bien équipé et je l'ai pas trouvé si long que ça. Et ça c'est vachement bien. Parce que quand t'as un film de 3 heures et quelques, et que tu t'ennuies pas pendant le film, c'est déjà qu'il y a forcément quelque chose de réussi là-dedans, hein. Et ce, malgré le fait que le scénario global, que l'histoire globale soit plus ou moins prévisible. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle une réussite, à ce niveau-là, hein. On va pas se mentir. Sur la durée du film, que penser de la durée de ce film? Alors, vous savez que moi, je suis de plus en plus partisan des films plus courts, parce que parfois, il n'y a pas besoin de passer 300 ans à développer les choses. Il n'empêche, comme je vous ai dit, que ce film ne pose pas de problème. On va d'abord lire ce qu'a dit Scorsese à ce sujet, hein. Il a dit « Les gens se plaignent qu'il dure 3 heures, mais enfin, vous pouvez tous rester assis devant la télé pour suivre une série pendant 5 heures, répond-il dans Hindustan Times, pardon. Il y a aussi plein de spectateurs qui se rendent au théâtre pour des pièces de 3 heures et demie. Il y a des acteurs sur la scène, donc ils ne peuvent pas se lever et aller faire un tour. On respecte ça. Eh bien, respectez le cinéma. Si tu fais 3 heures et que c'est bon, ouais. Par contre, je vous avoue que
dans un planning de vie, tu sors du travail, machin, truc bidule, placer 3 heures et demie dans son planning, hein, dans son agenda, c'est pas tous les jours facile, hein, ça aussi, c'est juste ça aussi, hein, pourquoi moi, des fois, je suis un petit peu tatillon là-dessus, c'est que la vie, elle est remplie de plein de trucs. Mais, pour revenir à ce qui est important, c'est-à-dire le film, la gestion du rythme du film, le film a un faux rythme lent, c'est-à-dire qu'il est posé, mais on ne s'ennuie pas pour autant. Donc, réussite plutôt complète et absolue. Est-ce que c'est mon préféré de Scorsese? La réponse est non. Ce n'est pas celui que je préfère, ce n'est pas celui qui a l'énergie qui me parle le plus, etc. Mais je pense que les fans inconditionnels de Scorsese, et entre autres de ses films comme justement Casino, Les Affranchis et compagnie, vont être tout à fait contents. À comparaison, hein, Silence, je l'avais trouvé long aussi, je trouvais ce film moins long que Silence, Silence, si vous préférez. Je trouve qu'il passe mieux au niveau du rythme et de ce qu'il fait, le tout avec une certaine maîtrise, etc., etc. Alors, allez, maintenant, j'étais dans la salle, plusieurs personnes sont parties au petit coin, hein, pendant le film quand même, parce qu'il était assez long, et à la sortie, j'ai laissé traîner les oreilles, certains ont dit oui, d'autres ont trouvé qu'il était un petit peu trop long, certains, une qui l'avait déjà vu à Cannes, disait que le film, et qu'elle voulait le revoir, disait que le film était bien, mais un peu long. Globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est vrai que la dernière partie pourrait, en ce qui me concerne, pourrait être un peu long, mais ça va, ça passe quand même parce que il y a quand même de l'intérêt et des choses à voir à peu près partout. Donc, ce film qui s'appelle donc Killers of the Flower Moon, si je dis pas de bêtises, Killers of the Flower Moon, oui, c'est ça, je le trouve dans le titre, et ben pour moi c'est oui, franchement vous pouvez aller le voir sans autre, et évidemment hein, dans un film, non, une industrie cinématographique américaine à l'heure actuelle, justement à coup de blockbusters, fades, etc., que Scorsese a critiqué, et ben c'est un film qu'on peut aller voir sans autre. Voilà, le like, le partage, l'abonnement, on se voit prochainement pour de nouvelles aventures dans les nouvelles aventures. Portez-vous bien. Hasta la prochaine.